Donc Jean-Christophe Kérivel, donc moi je suis analyste au marché des professionnels au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine et à ce titre donc régulièrement sollicité pour des projets de création ou de reprise sur le territoire brétilien. Donc, bonjour à tous, Emmanuel Lehuger, cabinet d'expertise comptable Inextinso. Moi, mon rôle au sein d'Inextinso, c'est d'accompagner les créateurs-repreneurs justement dans la construction du business plan, du prévisionnel, du choix du statut juridique et de l'accompagnement à aller chercher des financements également. Il reste une ou deux places devant si vous voulez. Ah, enfin, une place en tout cas. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter le sommaire de notre intervention. Dans un premier temps, en fait, on va se focaliser un petit peu sur le business plan et on va essayer de se poser la question de savoir déjà de quoi parle-t-on quand on parle de business plan. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en vous montrant un petit peu quels sont les contenus et comment on construit le business plan. En gros, qu'est-ce qu'on attend, nous, banquiers notamment, lorsqu'on ouvre un business plan. Ensuite, on s'intéressera à la partie économique du business plan. Donc, c'est là qu'on parlera notamment du compte de résultat prévisionnel. Et enfin, dans un dernier temps, on verra un petit peu quels sont les avantages du business plan, quels peuvent être les inconvénients. Il y en a un petit peu, mais vous verrez bien que les avantages sont beaucoup plus nombreux. Et on essaiera de vous donner quelques bonnes pratiques pour constituer ce business plan. Alors, le business plan, c'est un document écrit qui va permettre de présenter la viabilité d'un projet de création ou de reprise d'entreprise. Il est destiné à l'ensemble des parties prenantes du projet. On va le voir tout à l'heure dans le point numéro 2. L'idée, c'est d'avoir un plan dans le business plan. C'est tout ce qu'on va vous présenter. L'idée, c'est de le présenter à la suite. Première idée, c'est du coup d'expliquer la raison d'être de l'objet de l'entreprise. Pourquoi vous souhaitez créer ou reprendre. D'où est venue l'idée. Est-ce que c'est venu d'une passion? Est-ce que c'est venu d'une réflexion? Est-ce que c'est venu de 10 ans de métier ou de 20 ans de métier, etc. Ensuite, alors, tous ces points-là, on va le représenter un peu plus dans le détail tout à l'heure. Ensuite, on va présenter l'équipe. L'équipe, c'est un point important. C'est aussi ce qui est souvent mal ou assez brièvement expliqué dans les business plans. L'équipe, du coup, c'est soit je suis tout seul et je me présente moi, voilà. Soit on est plusieurs et du coup on va se présenter. L'idée, c'est de se présenter, de ne pas juste laisser un CV, c'est vraiment expliquer ce qu'on a fait précédemment. Donc on parle de technique, on va parler gestion et on va parler commercial. Pour être bon chef d'entreprise, il y a ces 3 points-là à voir. Donc quand on veut créer une entreprise, la technique, c'est le métier. Combien j'ai d'expérience. La gestion, c'est dans vos formations, dans vos expériences, qu'est-ce qui a fait que la gestion, c'est un peu mon domaine. Le fait de bien expliquer aussi son prévisionnel va être un point important. Et puis la partie commerciale, c'est pareil. Donc dans vos présentations, c'est ces 3 points-là, technique, gestion, commerciale. Essayez de mettre vos points clés en avant sur ces 3 points-là. Alors vous n'êtes pas forcément, sur ces 3 points experts. Et l'idée, c'est de vous entourer, justement, c'est expliquer qu'est-ce qui va faire que ces 3 points-là, je vais les maîtriser avec mon entourage, avec de l'accompagnement. L'équipe, c'est important. J'insiste un peu là-dessus. Mais c'est, on va dire, 50% d'un accord d'un financement de projet, c'est sur la personne. Les banquiers, notamment, vont vous prêter à vous, d'abord. Et ensuite, ils vont vous prêter à l'entreprise. Mais c'est vous qui allez faire l'entreprise, donc c'est un point très important. Ensuite,
on va rentrer dans le vif du sujet, hein. On va présenter une étude de marché. Donc on le verra tout à l'heure, la partie étude de marché, ce qu'on attend un peu dedans. L'idée, en quelques mots, l'étude de marché, c'est... Alors, il y a plein de choses sur le marché. Voilà, on va récupérer plein de choses sur Internet. L'idée, c'est d'en faire un paragraphe, une page maximum. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'étude de marché locale. Où est-ce que je m'implante? Et je vais aller étudier les entreprises, mes futurs clients, sur mon secteur géographique. On va expliquer dans un business plan la stratégie. Alors quand on parle de stratégie, ça va être la stratégie de communication, la stratégie commerciale, la stratégie économique. Donc voilà, dans un business plan, on va expliquer la stratégie. Pareil, on rentrera dans le détail tout à l'heure. Ensuite, on va expliquer quel statut juridique on a choisi pour mettre en œuvre mon entreprise. Et ensuite, la partie financière, on va y joindre un prévisionnel. Pareil, on vous expliquera ce qu'on va mettre dans le prévisionnel tout à l'heure. Mais sur ces points-là, il vous faut présenter absolument ces points-là dans un business plan. Un business plan, ce n'est pas que des chiffres, ce n'est pas qu'une présentation, c'est la combinaison des deux. Le prévisionnel, les chiffres viennent d'une étude que vous avez faite avant. Donc, c'est en adéquation, les chiffres vont venir en adéquation de la présentation que vous avez faite précédemment. Les objectifs, c'est évaluer le potentiel, planifier les ressources. Donc on le verra tout à l'heure, planifier les ressources, c'est quand on va vous présenter le plan de financement. C'est qu'est-ce que j'ai besoin pour démarrer mon entreprise et comment je le finance. Anticiper les risques. Donc dans un business plan, on va évoquer une stratégie, mais l'idée est toujours d'avoir un plan B. Quand on présente son projet, ça permet aussi d'anticiper les risques. Et principal, c'est vraiment convaincre. Un business plan, c'est là pour convaincre vos interlocuteurs financiers, vos associés, etc. Pourquoi réaliser un business plan? Déjà, c'est formaliser votre projet et se poser des bonnes questions. Vous avez souvent le projet en tête. L'idée, c'est commencer à écrire le projet dans un business plan. Ça va vous permettre de vous reposer les bonnes questions. Ce qu'on conseille, souvent les projets de création viennent d'une passion, viennent d'un projet qui nous tient au cœur. On a ses idées. Quand on va commencer à travailler le business plan, l'idée c'est de remettre de côté tout ce qu'on a pensé, toutes nos idées reçues sur le projet, et c'est d'aller interviewer justement des clients, des concurrents, pour retravailler le projet et vraiment penser client et pas penser moi ce que j'aimerais vendre, etc. Non, c'est qu'est-ce que les clients vont vouloir acheter, et donc voilà. Quand c'est des métiers passion, on a souvent une idée bien précise, on connaît tellement bien le métier qu'on oublie la partie client, ça c'est un point important. Le business plan va permettre de regarder si mon projet peut être faisable. Est-ce qu'il peut être viable également? On le verra notamment sur le prévisionnel. On verra quel type de tableau on va pouvoir travailler pour savoir si mon projet est faisable et si mon projet est viable. On construit des hypothèses. Quand on construit un business plan, l'idée c'est de construire des hypothèses et de le présenter à différentes parties pour échanger sur ces hypothèses-là. Et c'est surtout pour convaincre, alors surtout les financeurs. L'idée c'est quand vous allez chercher des financements, chaque financeur va vous demander un business plan. Quand je dis financeurs, c'est les banquiers, c'est les associations d'aide, c'est les prêts d'honneur, c'est les subventions. Voilà. Dès qu'on va vouloir chercher des financements, ils vont vous demander un business plan. De temps en temps, les fournisseurs, les distributeurs ou certains partenaires peuvent vous demander des financements. Enfin, un business plan, pardon. Et du coup, un business plan, c'est déjà
communiquer son potentiel, son ambition. Pareil, l'étude de marché, eh ben, vous commencez à communiquer autour de votre projet, même si votre projet n'est pas encore créé. L'idée, c'est de commencer à communiquer déjà autour de vous. Donc, pour qui? Donc, pour vous déjà, pour essayer de poser votre projet, pour les associés si vous avez des futurs associés, mais surtout pour les banques, les investisseurs, principalement. On parle d'institutionnels, des partenaires également, j'en ai parlé. Business plan contre business model. Donc, business plan, c'est la déclinaison concrète, opérationnelle et chiffrée du business model. Un business model, c'est comment je vais vendre, à quel prix, etc. Donc, c'est une partie du business plan. Donc, dans le business plan, on va expliquer le business model. Mais dans ce business plan, on va aussi se présenter, etc. Un business plan, on va aussi, via le prévisionnel, démontrer le modèle économique, voir le concept et est-ce que le concept peut permettre à l'entreprise de gagner de l'argent et de rassurer justement les investisseurs qui vont vous accompagner. Alors, on va rentrer un petit peu dans le cœur du moteur et voir un petit peu effectivement qu'est-ce qu'on attend dans un business plan et comment il faut le constituer. Alors, dans un premier temps, donc, les éléments indispensables d'un business plan. Alors, il n'y a pas de modèle type, mais il y a quand même une méthodologie à avoir pour être sûr de ne rien oublier. Dans un premier temps, c'est bien, c'est pas mal d'avoir ce qu'on appelle, alors c'est un terme anglophone, mais c'est une espèce de note de synthèse en fait, qui résume en 2-3 pages grand maximum votre projet. Donc ça, c'est important parce que ça permet en fait aux différents intervenants très rapidement de prendre la mesure de votre projet. Donc un sommaire ensuite, comme vous l'avez vu lors du début de notre présentation. Ensuite, donc Emmanuel l'a dit, l'équipe, effectivement, c'est important. Et en plus du CV qui est évidemment indispensable, c'est savoir parler de vous, savoir vous présenter, mettre en avant vos atouts, identifier vos faiblesses également, d'où l'intérêt peut-être, avant d'aller voir les différents intervenants, de tester un petit peu votre projet. Alors, pas forcément sur des membres de votre famille qui seront peut-être un peu trop indulgents, mais plutôt sur des personnes en fait, qui ne vous connaissent pas, et tester un petit peu votre projet et votre présentation sur des personnes qui ne vous connaissent pas, de manière à avoir un recul et un retour positif. Un petit point sur l'équipe. Moi, je suis, pour participer à des jurys d'octroi de prêts d'honneur auprès d'initiatives, Rennes et autres, on reçoit les dossiers en amont. Et certaines fois, les dossiers qu'on a en amont, on a du mal à y croire, etc. Et au moment du comité où la personne vient nous présenter son projet, et là, souvent, elles nous font changer d'avis. Donc, quand on octroie notamment des prêts d'honneur, quand on voit la personne, quand on voit le dynamisme, la connaissance du projet, on peut changer complètement d'avis. Et inversement, des fois, un bon dossier, un bon business plan, ah ouais, ça peut être pas mal. On voit la personne nous présenter le projet, tiens, donc ça nous fait pencher la balance, soit du bon côté, soit du mauvais côté. Alors je confirme, et comme le disait Emmanuel tout à l'heure, c'est vrai que le porteur de projet, Emmanuel disait 50%, mais pour moi c'est même plus que ça. C'est-à-dire que dans la décision finale d'accompagner un projet, la personne elle représente peut-être 70% de la décision finale. C'est pour ça que c'est super important, déjà que nous, on voit le porteur de projet, c'est indispensable, et de vous entraîner là-dessus. C'est-à-dire que quand vous savez que la décision elle est à 70% prise en fonction de vous, il faut que vous soyez hyper vigilant là-dessus et que vous fassiez le maximum pour préparer votre présentation et convaincre en fait les différents interlocuteurs. Donc l'équipe, voilà, donc vous, alors si vous êtes tout seul, c'est assez rapide. S'il y a d'autres associés dans votre projet, c'est peut-être bien aussi qu'ils soient présents.
Ensuite, la présentation du projet. Donc là, il faut que vous présentiez. Donc on n'est pas du tout dans les chiffres encore. Là, on est vraiment dans, voilà, c'est quoi votre projet, c'est quoi l'idée, comment vous avez eu l'idée, c'est quoi votre degré de motivation. Alors ça va plutôt être les différents intervenants qui vont juger en fait de votre motivation sur un rendez-vous d'1 heure ou 1 heure et demie. Les différents statuts pour pouvoir réussir également. Donc c'est vraiment la présentation globale du projet qui là nous intéresse. Ensuite, une fois que vous avez présenté votre projet, on rentre dans la partie économique, donc avec l'activité, le produit, les services, la clientèle. Donc tout ça, c'est important que vous les ayez bien identifiés. Voilà, avec qui vous allez travailler. Est-ce que vous allez travailler avec des particuliers, des professionnels? Quels vont être vos fournisseurs? Est-ce que vous les avez déjà identifiés? Quels vont être vos concurrents? Est-ce que vous avez des concurrents ou pas? Ça aussi, c'est important. Donc là, on est vraiment sur toute la partie économique et quelque part étude de marché, qui est vraiment la partie indispensable pour savoir si vous n'allez pas tout simplement dans le mur. Ensuite, la partie financière. Donc là, on rentre un peu plus dans les chiffres. Donc là, vous pouvez effectivement vous faire accompagner par Emmanuel, par exemple, avec des cabinets d'expertise comptable également. Mais ayez bien en tête, par contre, que la partie financière, vous vous faites aider par un expert comptable ou par Emmanuel in extenso, mais c'est bien de votre projet dont il s'agit. Ce n'est pas le projet de l'expert comptable. Donc, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec les chiffres, n'oubliez pas qu'il va falloir défendre votre projet, et notamment le prévisionnel, devant un banquier, etc. Donc, il faut que vous sachiez parler du prévis. Et pour ça, en fait, le prévis, il ne faut pas que ce soit l'expert comptable qui l'ait fait. Il faut que ce soit vous qui l'ayez constitué avec l'aide de l'expert comptable. Ensuite, la partie juridique. Donc voilà, quel statut vous allez choisir. Donc, vous les connaissez tous, hein, c'est entreprise individuelle, statut d'auto-entrepreneur, pourquoi pas. Ça peut être un statut transitoire également qui, à la base, rappelez-vous, en fait, avait été constitué, avait été créé pour pouvoir tester un projet. C'est notamment pour ça que le statut d'auto-entrepreneur avait été créé. Donc, ça peut être un bon statut pour démarrer. Donc, entreprise individuelle, j'en ai parlé. Autrement, donc, tout ce qui est personne morale, donc SARL, SAS, etc., en fonction aussi de votre vie privée. C'est-à-dire, voilà, est-ce que vous avez du patrimoine, pas de patrimoine? Enfin, voilà. Il y a tous ces éléments dont il faut tenir compte. Ensuite, comment on élabore le plan d'affaires? Donc, vous voyez, là, on va marcher, on va parler vraiment de 4 pavés. Un pavé sur l'offre, un pavé sur les marchés, un autre sur le plan d'action et un dernier sur les revenus et le financement. Donc, dans un premier temps, on est sur l'offre. Donc, il s'agit de définir votre projet. Donc, présentation de l'offre. Est-ce que votre offre se démarque de la concurrence ou pas? Est-ce qu'elle est moins chère, plus chère, mieux disante? À quoi ça sert? Voilà, votre produit, est-ce que c'est vraiment un produit révolutionnaire? Est-ce que ça va servir à accompagner d'autres professionnels? Juste, quand vous présentez l'offre, présentez toujours de manière que vous ayez un avantage concurrentiel. Hein, toujours, voilà. C'est pas une offre voilà, comme ça, j'ai des concurrents. Voilà, c'est toujours essayer de... Pourquoi le client va venir acheter mes services, ma marchandise, etc. Donc, voilà, comme disait Emmanuel, donc l'originalité, la différenciation. Et enfin, l'équipe, voilà, les fondateurs, donc qui vous êtes. Est-ce que vous êtes légitime à créer votre projet? Légitime au regard de votre antériorité professionnelle. Donc ça aussi, c'est important, parce qu'il peut y avoir deux dossiers différents entre quelqu'un, effectivement, qui a une expérience professionnelle en tant que salarié dans le domaine d'activité dans lequel il veut se lancer, ou alors, à contrario, on a aussi des projets de reconversion professionnelle. Donc là, si on est dans ce cadre-là, qu'est-ce qui fait que vous êtes légitime à porter ce projet? Est-ce que vous avez fait des formations? Est-ce que vous avez été in situ dans des entreprises? Tout ça, c'est important. C'est pour ça que je vais parler des 3 points. Hein. Technique, gestion, commerciale. Si la technique, c'est moins votre point fort, il faut que sur la partie gestion et commerciale, hein, vous soyez vraiment un peu plus calé et travailler sur ces points-là.
Donc voilà pour l'offre. Ensuite, le marché. Voilà, sur quel marché vous êtes et quelles sont les tendances du marché, notamment, et les perspectives du marché. Donc selon la période à laquelle vous vous lancez, vous pouvez être sur un marché qui est un petit peu plus difficile. Si je prends un exemple aujourd'hui, voilà, le marché de l'immobilier, même si ça va un peu mieux, mais le marché de l'immobilier depuis quelques mois est quand même un peu plus compliqué qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc si c'est le cas, voilà, qu'est-ce qui va faire que vous allez faire mieux que les autres? Les clients potentiels, donc ça aussi c'est important. Et quand je parle de clients potentiels, vous voyez, on commence à toucher un petit peu tout ce qui est démarche commerciale. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire une démarche commerciale? Est-ce que vous avez sollicité d'éventuels futurs clients qui seraient prêts à travailler avec vous? Est-ce que vous avez déjà des chantiers qui pourraient être finalisés dans les mois à venir? Donc tout ça, c'est important quand même pour montrer que vous avez bien mûri votre projet. Client potentiel, établir une cible client prioritaire. Souvent, les dossiers qu'on a, mes clients, c'est tout type de clients. Alors si on travaille avec des entreprises, oui, tout type de TPE, PME, ou alors tout type de personnes physiques. Non, mais votre client, il va d'abord intéresser quel type de cible, et ensuite, il y a des cibles secondaires. Hein. Mais ne pas parler, tout type de client, et après, votre stratégie de com, si vous allez viser tout type de client, elle sera diffuse et elle ne sera pas intéressante. Donc, acter sur un cible client prioritaire, et après, aller sur des cibles secondaires. Mais quand vous allez faire votre étude de marché, vous allez bien voir quel type de client va être un peu plus intéressé par mes offres par rapport à une autre. Donc ensuite, le marché, les concurrents, j'en ai déjà un petit peu parlé. Et après, le positionnement de l'entreprise. Donc là aussi, je l'ai un petit peu évoqué. Voilà, comment vous allez vous positionner, notamment par rapport aux concurrents. Qu'est-ce qui va faire que vous allez faire la différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Attention dans le discours, pareil, sur les concurrents. Souvent, on a des personnes qui viennent nous voir, je sais pas, ils créent une pizzeria dans une petite commune. Je n'ai pas de concurrent, je m'installe dans cette commune, je n'ai pas de concurrent, il n'y a pas de pizzeria. Ah, mais il y a une crêperie et un restaurant. Donc, attention à ce que vous dites. Oui, il n'y a pas de concurrent pizzeria, mais le client, le midi pour manger, il va dans différents endroits. Donc, attention à la partie concurrence. Ne dites pas, j'ai pas de concurrent. Il y a forcément un concurrent. Il est peut-être pas dans la ville, il est peut-être ailleurs, il est peut-être sur un produit un peu similaire, mais qui va répondre aux mêmes besoins. Donc faites attention à ça. Il est peut-être sur Internet également. Donc voilà, ça c'était pour le marché. Ensuite, pour le plan d'action. Donc là, on rentre un petit peu dans la stratégie marketing. Et notamment, quel est le plan d'action commercial que vous allez mettre en œuvre? Comment vous allez vous y prendre en fait pour vous faire connaître? Notamment sur des projets de création. Sur des projets de reprise, c'est un peu plus simple parce qu'il y a un existant. Sur des projets de création, quand vous ouvrez, en fait, votre chiffre d'affaires, c'est 0. Et donc, il faut commencer à élaborer ce plan d'action commercial. La production, la logistique, donc là, c'est ce dont vous avez besoin. De quoi j'ai besoin pour démarrer? Un véhicule, du matériel, voilà. Donc, c'est important de lister tout ça également. Juste un petit point sur la partie commerciale et marketing. Donc, ne mettez pas « je veux créer un site internet, je vais dans les pages jaunes », etc. C'est essayer de développer pourquoi vous créez un site, etc. Dans cette partie-là, vous pouvez aussi mettre tous les partenaires qui vous suivent. Stratégie commerciale, c'est je suis artisan, menuisier, et tiens, j'ai 2 bonnes connaissances, plombier, etc. Ils peuvent, voilà, on va pouvoir s'échanger de la clientèle. J'ai quelqu'un de ma famille qui est dans tel type de métier, il va pouvoir m'accompagner, etc. Donc, dans cette partie un peu commerciale, n'hésitez pas à mettre tous vos partenaires avec qui vous allez travailler. Pareil, sur la partie connaissance des clients et des concurrents, j'ai oublié, n'hésitez pas à aller voir vos fournisseurs. Ils ont une bonne connaissance des clients et des concurrents. Allez échanger avec vos fournisseurs, c'est une mine d'informations également. De par votre précédent métier en tant que salarié, pour certains, en fait, on le voit bien, il y a déjà des contacts avec les fournisseurs qui ont été établis à l'époque où ils étaient salariés. Donc, n'hésitez pas à aller les revoir dans le cadre de votre installation. Et donc, dernier plan sur le plan d'action, c'est voilà, fixez-vous des étapes de développement et des objectifs à court terme et à moyen terme. Ensuite, les données financières. Donc là, on va parler vraiment de plan de financement,
Donc plan de financement, c'est simple, hein, c'est voilà, j'ai des besoins et comment je les finance. Ensuite, les états prévisionnels, donc un prévisionnel. Donc là, je le disais tout à l'heure, le prévisionnel, alors, il doit être établi vraiment par vous, quoi. C'est vraiment vous qui le faites. Il faut que vous puissiez le traduire en nombre de clients, en nombre de jours travaillés, et non pas en simples chiffres. Et n'oubliez pas qu'un prévisionnel, ça reste un prévisionnel. Moi, j'ai jamais vu de prévisionnel qui disait que l'entreprise allait se planter. Malheureusement, ça arrive de temps en temps, un peu trop souvent quelquefois. Donc voilà, le prévisionnel dira forcément que ça va marcher dans tous les cas. Mais voilà, d'où l'importance de bien le constituer de manière raisonnable, mais de manière optimiste également. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous partiez sur un prévisionnel pas assez ambitieux. Il faut qu'il soit assez réaliste. Il faut qu'il soit réaliste, mais qu'il donne envie. Ouais, voilà. Il ne faut pas qu'il soit trop optimiste aussi, parce que souvent, nous, on va diminuer. Il faut qu'il soit rentable, mais il y a un juste milieu entre le optimiste et le pessimiste. Hein. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'intermédiaire. Exactement. Et donc, le dernier plan sur les revenus et financements, c'est l'aspect trésorerie. Hein. Ce n'est pas simple à appréhender, cet aspect-là, parce que voilà, de quoi j'ai besoin d'un véhicule, tout ça, c'est facile à identifier, mais j'ai besoin de combien de trésorerie en fait, pour démarrer. Voilà, est-ce que c'est 3 mois de charge, 6 mois de charge? Donc voilà, c'est vraiment un aspect important à travailler avec l'expert comptable également. Et ensuite, donc, on passe de la stratégie au plan opérationnel. On décline en fait un petit peu ce qu'on a vu depuis le début, avec sur l'aspect marketing, voilà, le produit, le prix, comment je le distribue, la communication, comment je communique, l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui, hein, c'est primordial. Le commercial, voilà, clairement, comment je vends mon produit, quel partenariat je peux éventuellement mettre en place également pour promouvoir mon produit. La logistique, voilà, de quel matériel j'ai besoin, les investissements, l'approvisionnement, le transport, la qualité, tout ça, c'est des aspects hyper importants également. Le capital humain, alors management quand vous n'êtes pas tout seul, donc voilà, comment je manage une équipe. Pour quelqu'un qui n'a jamais managé, ce n'est pas forcément inné, donc ça s'apprend également. L'organigramme, si vous êtes plusieurs, et le recrutement également. Voilà, vous reprenez une pizza. Emmanuel parlait de pizza tout à l'heure. Vous reprenez une pizza. Vous serez en fait à la fabrication, pizzaiolo, mais en salle, voilà, vous êtes célibataire, machin. Comment vous allez vous recruter en fait votre responsable de salle? Est-ce que vous l'avez déjà identifié ou pas? Parce qu'il faut qu'il y ait vraiment une vraie complémentarité entre celui qui est à la fabrication et la personne qui est en salle. Et enfin, sur les finances, donc voilà le plan de financement, le prévis, la trésor. Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi un petit peu. Ensuite, on a essayé de lister de manière exhaustive, ou non exhaustive d'ailleurs, les erreurs qu'on retrouve le plus fréquemment. Alors, on en a déjà parlé. L'absence d'analyse concurrentielle. Voilà, c'est se dire, oui, mais non, moi, en fait, je n'ai pas identifié de concurrent. Donc c'est peut-être parce que vous n'avez pas été au bout du dossier de votre projet et que vous n'avez pas trop vu cet aspect des choses-là. Donc attention à l'absence d'analyse concurrentielle. Bien souvent, il y a quand même un concurrent. Sur Internet, peut-être déjà. Ensuite, sous-estimer, une chose qui est faite de temps en temps, c'est que vous sous-estimez en fait les frictions de l'environnement, les réactions des concurrents, et la lenteur au démarrage. Alors, notamment la lenteur au démarrage. C'est vrai que sur de la création, vous avez un prévis qui dit que vous allez faire 10 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, donc 120 000 par an. Mais malheureusement, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le premier mois, ce n'est pas 10 000 que vous allez faire. C'est peut-être 5 000, 4 000, peut-être 0 même. Le premier mois, il est souvent bon parce qu'il y a l'effet de démarrage, mais c'est après. Hein. Les premiers mois d'activité. Le premier mois, il y a... Voilà. Alors oui, effectivement, tu as raison, il y a un peu ça, il y a plusieurs choses différentes, mais soit effectivement ça ne démarre pas tout de suite, et là vous atteignez votre prévis qu'au bout de 6 mois ou 7 mois, mais il peut aussi effectivement, comme dit Emmanuel, y avoir un peu l'effet waouh. Voilà, le premier mois,
c'est nouveau, machin, tout ça, vous avez beaucoup de clients, et après, ça se tasse un peu, quoi. Voilà, donc ça peut arriver aussi. Un optimisme exagéré, voilà, sur la durée du cycle de vente, une sous-évaluation du besoin en fonds de roulement, une sous-évaluation des financements envisagés également. Donc attention aussi à cet excès d'optimisme. Une incohérence entre les hypothèses et la stratégie, donc d'où l'importance de confronter son projet à la vraie vie, à la vie réelle. Et dernière erreur qu'on voit un petit peu, c'est un document en fait trop comptable, trop chiffre. Donc essayez de sortir un peu de ça, et d'où l'importance effectivement du business plan, de présenter son marché, son projet, de se présenter, et ensuite de parler de chiffres. Je vais vous parler de la partie économique du business plan, partie financière. Donc le prévisionnel, ce sont des tableaux financiers comptables. Hein. Ça permet de décrire financièrement le projet. Voilà, en général, c'est une dizaine de pages, la partie financière. Je vais rentrer dans le détail. Ça va permettre de voir si le projet est faisable, avec le plan de financement que je vais vous présenter tout à l'heure. De clarifier la dimension et l'évolution possible du projet, hein, parce qu'un prévisionnel, on va le faire sur 3 ans. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vision sur 3 ans, à la première, deuxième, troisième année. Identifier les besoins de financement du démarrage. Du coup, adapter la recherche de financement en fonction des besoins. Hein. Et c'est aussi améliorer sa connaissance en gestion. Le prévisionnel, ça va être votre premier tableau de bord dans l'entreprise quand vous allez démarrer. Même si vous n'allez pas chercher des financements, c'est bien de travailler sur un prévisionnel pour voir, pour avoir des objectifs et à la vie réelle. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça correspond à mon prévisionnel? Est-ce que je suis un peu en dessous, un peu au-dessus? Qu'est-ce que je vais faire pour rectifier le tir? Alors je rebondis sur ce que dit Emmanuel. Il faut un prévisionnel même si vous n'avez pas besoin de financement. C'est indispensable. Nous, banquiers, en fait, on a besoin de savoir, avant d'ouvrir un compte pro, on a besoin de comprendre votre projet. On a besoin de vous connaître. On a besoin de se dire, ben voilà, vous nous avez convaincus, votre projet nous a convaincus, même s'il n'y a pas besoin de financement aujourd'hui, peut-être que demain, il y en aura. Et si, dans notre tête, on se dit, ben, si la personne que j'ai en face de moi revient me voir dans 6 mois pour me demander un financement et que je ne lui prêterai pas, eh ben, il ne faut pas l'accompagner dès le début, clairement. Voilà, donc nous, on souhaite vraiment accompagner le porteur de projet, mais vraiment dans la durée. Donc ouvrir un compte pro pour un compte pro, ça ne nous intéresse pas. Il faut vraiment qu'on croie en la personne. Donc un prévisionnel permet de comprendre la dimension du projet. Hein, même vous, hein, souvent, quand les créateurs viennent me voir, le business plan, la partie étude de marché, ça paraît un peu vague, etc. Quand on va commencer à formaliser le projet chiffré, c'est à ce moment-là qu'on va voir voilà, le nombre de clients à faire, quel revenu je peux me dégager, qu'est-ce que j'ai besoin pour démarrer, combien j'ai besoin pour démarrer mon entreprise. Et vous allez voir, le projet va devenir beaucoup plus clair. Et bah, tiens, pour être rentable, faut que je fasse tant de clients par semaine, par mois. Est-ce que c'est faisable? Ça permet vraiment de commencer à réaliser le projet. Ça permet aussi de mesurer le risque. Hein, justement, avec le nombre de clients à faire par mois, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est risqué? Donc, on va dire les 3 tableaux principaux. Il y a plein de tableaux possibles, mais là, on n'est pas sur un atelier prévisionnel. Premier tableau, c'est le plan de financement. Un plan de financement, c'est les investissements. Qu'est-ce que j'ai besoin pour démarrer? Un véhicule, mes frais de création d'entreprise, création d'un site internet. J'ai besoin de faire du stock. J'ai besoin d'un peu de trésorerie de démarrage. J'ai besoin d'un véhicule, de matériel, etc. Donc, pour démarrer, là, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin? On parle d'investissement. On est vraiment sur un investissement de démarrage. Et en face, ça va être les financements. Combien j'apporte et quel financement je vais aller chercher. Déjà, c'est un premier tableau qui va vous dire est-ce que le projet peut être faisable? Si j'ai besoin
en tout de 50 000. Je sais pas, j'ai un véhicule à 20 000 euros, frais de création, un peu de trésorerie, un peu de trade. J'ai un besoin de 50 000. J'apporte 10 000. Bah tiens, je vais aller chercher 40 000 euros de financement. Ok, c'est faisable. Premier indicateur clé pour savoir si mon projet est faisable, c'est mon pourcentage d'apport par rapport à mes besoins de financement. Les banquiers vont demander autour de 20% d'apport. Ça veut dire que là, mon exemple, j'avais besoin de 50, j'ai apporté 10, c'est 20%. Bah, on voit des projets, hein, ils ont listé tous les besoins, ça fait 100, 150 000. Ah, je peux apporter 5 000, pas plus. Bah, déjà, c'est un premier indicateur qui va me dire, je suis trop faible en apport. Est-ce que je revois mon projet à la baisse, je vais plus doucement, j'achète moins et je démarre moins vite? Est-ce que je vais être obligé d'aller chercher un investisseur pour me démarrer, hein? Donc, premier tableau, les besoins, en face les ressources, il me faut autour de 20% d'apport. À 10 à 15% d'apport, il y a des solutions comme des subventions, des prêts d'honneur qui vont pouvoir compléter, hein. Vous ne dites pas, tiens, j'ai 12% d'apport, c'est bon, c'est mort, je ne peux pas y aller. Il peut y avoir des solutions. Après, 2 000 euros d'apport pour 100 000 euros, là, ça va être compliqué. Alors 2 000 pour 100 000, oui, ça va être compliqué. Après, des apports à 12%, enfin, des plans de financement avec 12% d'apport, si vraiment tout le reste est au vert, on les accepte. Tout est c'est sur vous, hein, d'abord, hein. Si vous êtes top, gestion, commerciale, technique, vous pouvez apporter que 15%. La banque va pouvoir financer. Inversement, un dossier un peu plus fragile, où la technique a une reconversion, eh ben, peut-être que 20-25%, 25-30% d'apport va être demandé. Pareil en fonction des métiers. Il y a des métiers sous tension, des métiers plombier, tout ce qui est artisan, TPE, l'apport va être un peu moins demandé. CHR, restauration, commerce de centre-ville, 25-30% d'apport va être un peu plus... Voilà, parce que le secteur d'activité n'est pas au beau fixe en ce moment. Deuxième tableau, le compte de résultat prévisionnel. Donc là, ça va être vraiment l'activité réelle de votre entreprise. Vous allez sur l'année. Donc là, il est sur 3 ans. Vous allez définir votre chiffre d'affaires. Hein. Donc là, c'est le premier. Les chiffres que vous avez souvent un peu de mal à appréhender, donc on est là pour vous aider, c'est quel chiffre d'affaires je vais faire. Alors là, je ne sais pas, je suis perdu. Et donc là-dessus, on va travailler ensemble sur un tarif, sur un panier moyen. Alors, on est ouvert de quel jour à quel jour. Tiens, si je fais tant de clients par semaine ou par mois avec ce panier moyen, ça me fait un chiffre d'affaires mensuel. Je détaille toutes mes offres. Je suis un commerce, je vais vendre... je suis un commerce alimentaire. J'ai une offre produits secs, une offre charcuterie, une offre tout ce qui est produits laitiers. Mon panier moyen, en fonction des offres, peuvent être différentes. Si j'arrive à avoir tant de clients par jour, par semaine, ça fait tel chiffre d'affaires. Je suis artisan, tiens, j'ai différents types de chantiers. Essayez de lister vos paniers moyens. Tiens, je suis plombier, je vais faire des fois du dépannage. Là, je vais être à 80-60 euros de l'heure pour le dépannage sur 1 heure. Des fois, je peux faire des salles de bain. En moyenne, ça va me prendre tant de temps, donc je vais facturer ça 10 000 euros. J'ai des petites réparations, etc. Donc, panier moyen. Pareil, je suis dans des métiers de service. Métier de service, voilà mon type de clientèle. Si j'interviens, je sais pas, 2 jours dans une entreprise, parce que j'ai cette offre-là, je vais la vendre autant, etc. J'ai des offres plus longues. Donc voilà, essayez de lister vos offres et de mettre en face un nombre de clients, un nombre de ventes. Avec ça, nous, experts comptables, on a aussi les chiffres de chaque métier. Hein. Donc on va vous dire, avec nos expériences et nos clients, en général, au démarrage, ils ont fait ça. Les chiffres du métier, il y a tant d'entreprises qui font tel chiffre d'affaires. On va comparer avec le travail que vous avez fait pour ajuster. Hein, des fois, on peut être un peu trop optimiste. Non, moi, ces clients-là que j'ai vu démarrer, ils ont démarré comme ça, avec ce chiffre d'affaires-là. Vous avez prévu 50 clients par semaine. Au final, non, faites-en 20, ça peut suffire.
Et nous, banquiers, en fait, on a exactement la même démarche pour valider ou non un prévisionnel de création. On essaie de se dire, tiens, ben, est-ce qu'on n'a pas un client ou mon collègue conseiller pro n'a pas un client qui ressemble un petit peu à cette activité-là? Et du coup, ben, on va comparer en fait ce fameux client avec le prévisionnel de manière à valider ou pas le prévisionnel. Et donc là, c'est un point essentiel, c'est le chiffre d'affaires. Comment vous l'avez construit? Première question sur les chiffres. Un rendez-vous bancaire, trois quarts du rendez-vous, c'est sur la présentation du projet. Le dernier quart d'heure, c'est sur la présentation chiffrée. Première question, comment vous avez construit votre chiffre d'affaires? Une fois sur deux, je ne sais pas, c'est mon comptable qui m'a fait mon prévisionnel. Rédhibitoire. Hein? Mon panier moyen, c'est tant. On estime avoir tant de clients par mois. Voilà comment on a construit notre chiffre d'affaires. La première année, ça fait tel chiffre d'affaires. Après, dans le prévisionnel, on va déduire toutes les charges. On va déduire les charges de personnel, combien j'ai de salaire, etc. Et ça va en faire un bénéfice. On va regarder si mon projet peut être rentable. Un compte de résultat prévisionnel permet de voir si le projet est rentable. Tableau de trésorerie, c'est mensuel. Tous les mois, on va voir l'évolution de votre chiffre d'affaires, l'évolution de vos charges. Intéressant de bien faire son prévisionnel. Ce n'est pas 120 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, hop, ça fait 10 000 euros par mois. Ça, c'est pas possible. Bah, il y a des activités qui sont très saisonnières. En décembre, c'est très fort. D'autres moments, c'est très faible. Donc, vraiment, travailler tout ça. La trésorerie prévisionnelle va vous permettre de calculer le besoin de trésorerie que vous avez au démarrage. C'est important de ne pas le sous-estimer. J'en détaille pas plus sur le prévisionnel. Vous avez des ateliers pour le détailler tout au long des 2 jours. Donc, vraiment, prudence. Voilà, c'est entre le réalisme et l'optimisme et la prudence. Hein, voilà, faut trouver un juste milieu dans cette construction de prévisionnel. Alors pour terminer, avantages, inconvénients d'un business plan. Alors on va commencer par les inconvénients, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup plus d'avantages. Donc, le premier inconvénient, c'est que le business plan peut ne pas être lu en entier par les destinataires. Donc attention dans la constitution du business plan, ne venez pas avec un pavé qui fait 100 pages. Il ne sera pas lu. Surtout pas par des gens comme moi, plutôt synthétiques. Voilà. 5 à 10 pages de présentation de projet et ensuite le prévisionnel, ça suffit. Oui, je confirme. Parce que vous allez présenter devant un conseiller pro et après votre dossier va être envoyé dans une commission. La commission, elle ne va pas avoir le temps de tout lire, donc vraiment, mettez des points clés, mettez en avant les points clés dans votre dossier. Deuxième inconvénient éventuel, pas assez vivant, trop théorique, trop. Donc, je ne sais pas, moi, si vous avez un savoir-faire particulier, par exemple, bah, venez avec un pressbook, avec des photos de ce que vous faites. Mettez des photos. Ouais. Commerce, des photos du lieu où vous allez vous installer, même actuel, mais des photos comment va être l'ambiance de mon commerce que vous allez trouver, voilà. Ensuite, un horizon un peu lointain, quelquefois. Donc, du coup, faible fiabilité perçue des infos. Donc, Emmanuel disait tout à l'heure un prévis sur 3 ans. Clairement, nous, ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est la première année, quoi, parce que bien souvent, alors sauf cas particulier où il y a une embauche qui justifie une augmentation de chiffre d'affaires en 2e ou 3e année, mais bien souvent, en fait, vous avez le chiffre d'affaires prévu de la première année, plus 5% en année 2, plus 5% en année 3. Donc nous, on va vraiment se focaliser sur la première année. Et une charge administrative trop longue également. Donc faites-vous aider lorsque vous constituez ce business plan. Les avantages, c'est un outil de gestion. Voilà, c'est une focalisation sur l'objectif principal, les moyens d'y parvenir. Et quand on dit outil de gestion, c'est aussi un outil de gestion une fois que vous vous êtes lancé, une fois que vous avez créé. C'est-à-dire, n'hésitez pas au bout de 6 mois d'activité à reprendre ce business plan, à reprendre le prévis et faire une photo à l'instant T, au bout de 6 mois. Tiens, j'en suis où? J'avais prévu ça, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai pu le faire? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de vivant que vous ne remettez pas dans un tiroir une fois que vous vous êtes lancé. Outil analytique, voilà, ça permet vraiment de synthétiser les choses et de passer en revue les facteurs clés de succès. Et ça permet de savoir où on va, de structurer en fait, c'est vraiment ça. C'est un outil de com également, voilà, ça permet d'être crédible. Il n'y a rien de pire, ça n'arrive pas souvent, mais bon, il n'y a rien de pire qu'un porteur de projet
qui vient voir les différents intervenants, et notamment nous, banquiers, les mains dans les poches. Je caricature un peu, mais ça arrive quelquefois. Donc ça permet voilà, de préparer vos arguments, c'est un support à présenter, ça permet d'être convaincu soi-même pour pouvoir convaincre les autres. C'est un outil de prise de décision également. Alors prise de décision pour nous, financeurs, mais ça peut être un outil hyper intéressant pour vous, parce que le fait de le mettre noir sur blanc, ça peut peut-être, au bout du bout, vous faire dire que ben non, finalement le projet que j'avais au départ, ben, ça ne va pas être possible parce que ça ne va pas le faire. Donc soit je le revois entièrement, soit je passe à autre chose, mais voilà, le fait de structurer cette démarche, ça permet quand même de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et c'est un outil voilà, vivant, comme je l'ai dit. Facteur clé. Pour finir, c'est la dernière slide. Facteur clé d'un succès, secteur d'activité, en fonction des secteurs où vous vous installez. D'autres sont beaucoup plus faciles à se faire financer. On voit que faire le chiffre d'affaires, faire de la clientèle, c'est plus facile. Il y a des exemples, comme l'artisanat plombier. On sait qu'il y a un besoin. Service à la personne en ce moment, on en voit beaucoup. D'autres secteurs d'activité qui sont un peu plus difficiles en ce moment. Donc, en fonction du secteur, ça peut être un facteur clé de succès. L'expérience, on en a parlé. Donc, l'expérience du nouveau dirigeant dans le domaine d'activité. Donc, c'est un facteur clé, mais pas que. Il y a aussi des projets de reconversion, donc avec des gens qui se reconvertissent de manière, en réussissant leur reconversion. Donc, si c'est le cas, voilà, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour vraiment mettre tous les points de votre côté pour pouvoir être sûr que votre projet aboutisse? L'ambition, alors c'est vraiment, vendez votre projet devant des interlocuteurs, ayez un petit peu d'ambition. L'ambition, c'est l'apport que vous pouvez mettre pour avoir ces financements. Et surtout, l'appui financier et la prise de conseil. Faites-vous entourer. Dans votre présentation, plus vous avez du conseil, de la famille qui vous aident, qui ont été chefs d'entreprise, c'est un point très important. La partie commerciale et la partie accompagnement, de ne pas être tout seul, c'est un point très important. Je ne sais pas, vous avez un oncle qui a tenu une entreprise qui est là pour vous parrainer, dites-le dans votre projet. Vous avez des amis, etc., qui peuvent être des partenaires, dites-le. Vraiment, tous ceux qui vous entourent, qui peuvent avoir des compétences, c'est important de le marquer. Tous les points positifs sont vraiment à mettre en avant. Voilà, c'était notre conclusion. Merci à tous. Et on reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc on a le stand Crédit Agricole et le stand Inextinso, n'hésitez pas à venir nous voir. Ou même après, là, si vous voulez nous poser des questions. Même s'il doit y avoir une animation juste derrière. Mais voilà, autrement, on est présent sur nos stands respectifs. Merci à vous.